on a l'honneur et le plaisir d'accueillir donc Adrien Rosé qui vient de Bordeaux, Pessac, et qui va nous parler des indications, des modalités. Et faut-il le faire? Où est-ce qu'on en est sur les dernières recherches sur l'épuration extracorporelle de CO2? Bien, bonjour à tous. Donc, l'épuration extracorporelle de CO2, c'est un beau sujet. Donc, je suis très heureux qu'on m'ait convié à parler de ça. Quelque chose qu'on a commencé dans des services. Donc, moi, je travaille dans un service où on fait de la chirurgie thoracique plutôt respiratoire, donc une réanimation plus respiratoire, avec les greffes pulmonaires. Et on a débuté à faire des corps nous-mêmes avec des systèmes qu'on crée nous-mêmes il y a maintenant plus de 15 ans. Et donc ça a quand même bien évolué et c'est intéressant de pouvoir vous montrer un peu où on en est. Donc j'ai quelques conflits d'intérêts, surtout avec les ventilateurs. Donc l'idée c'est de se dire qu'on a deux moyens, enfin on a un moyen pour enlever le CO2 qui sont nos poumons. Donc on en produit par voie, on a une certaine production métabolique de CO2. Et puis là, dans le concept aujourd'hui, c'est d'utiliser une machine qui va en enlever une partie. Les poumons continueront à en éliminer, mais sont mis en difficulté pour éliminer suffisamment de CO2. Et donc on va assister ça dans différents cas de figure, en tout cas deux grandes étiologies, on va dire, le syndrome de stress respiratoire aigu et puis la maladie chronique obstructive hypercapnique. Donc on va discuter d'abord un petit peu des circuits, comment on fait cet écor. Oups, dans l'autre sens. Et donc juste avant, il y a un concept qui est important, c'est que ici vous avez la concentration d'oxygène ou de CO2 par rapport aux pressions partielles. Et le message il est assez simple, c'est que on peut en épurant peu de sang en litres par minute enlever du CO2 à hauteur de ce qu'on produit, ce qui n'est pas le cas avec l'oxygène. Donc les systèmes d'écor, qui sont des systèmes qui ont des débits par minute en litres de sang, sont beaucoup plus faibles qu'en ECMO d'oxygénation, permettent de décarboxyler et pas d'oxygéner. Si on regarde un peu ça, on voit que le transport artériel d'oxygène, c'est essentiellement lié effectivement à la concentration artérielle d'oxygène qui dépend de la saturation et du débit cardiaque. Pour le CO2 ici, si on part d'une concentration à 50 et qu'on produit 250 ml/minute de CO2, si on a 50 ml par 100 ml de sang, il suffirait d'avoir un débit d'écor à 500 ml/minute pour épurer pratiquement tout le CO2. Donc c'est tout à fait, si on est dans une situation de ventilation apnéique, en théorie sur poumon sain par exemple. Donc c'est possible avec des bas débits de décarboxyler, mais dans ce cas-là, on ne s'attend pas à oxygéner le patient. Donc ça existe depuis bien avant moi qui ai fabriqué des écors tout seul dans les années 2000, avec les circuits qu'on fabriquait nous-mêmes. C'était déjà fait par les Italiens et il y a bien longtemps, avec l'idée de ventiler moins fort les patients et de pouvoir un peu contrôler l'hypercapnie permissive. Donc des systèmes qui maintenant se sont bien améliorés, mais il y a différents types de systèmes. On les différencie par la surface d'échange de la membrane, par le débit qu'ils sont capables de produire. Vous avez vu que ça enlevait plus ou moins de CO2. Et au-delà du débit sang, le balayage aussi qu'on peut faire passer sur la membrane avec un gaz qui est de l'oxygène en litres par minute. En gros, on fait les surfaces inférieures à 1 mètre carré de membrane et des débits sanguins inférieurs à 500 ml. C'est des systèmes à faible décarboxylation. Et puis les systèmes qui sont aujourd'hui commercialisés, qui sont à plus haute décarboxylation, pour des surfaces supérieures à 1 mètre carré et des débits sang supérieurs à 500 ml/minute. Donc bas débit, haut débit. Donc il y a une étude, on va parler après, qui s'appelait Supernova et qui a du coup testé plusieurs machines pour voir déjà en fonction des machines qu'est-ce que ça permet d'obtenir comme efficacité au lit du patient avant d'avoir un outcome de mortalité ou autre. Et donc on voit qu'ils utilisent des machines soit autour de 0,6 m², des débits sang relativement faibles, et puis ils ont testé aussi des machines qui ont des surfaces 2 fois plus élevées et des débits sang aussi 2 fois plus élevés. Donc en gros, aujourd'hui, dans les indications, ça va dépendre un peu de déjà ces machines, des machines à haut débit, des machines à bas débit. Enfin, le bas débit, comme on est à 300 ml/minute, on pourrait le mettre en série sur une machine d'hémofiltration. Et donc c'est des consoles qui font à la fois, qui peuvent faire que de l'épuration de CO2 ou qui peuvent faire l'épuration rénale et de l'épuration de CO2. Donc on a le choix. Et puis les systèmes qui sont à plus haut débit, eux, ce sont des consoles qui sont indépendantes. Et donc on va discuter aujourd'hui un petit peu de l'IRA hypercapnique, donc les BPCO, soit parce qu'on ne contrôle pas bien l'hypercapnie, ou parce qu'on veut éviter de l'intuber, ou il est sous VNI et ça ne suffit pas. Et puis l'IRA dans le SDRA, donc là aussi pour faire de la ventilation ultra-protectrice parce qu'on n'y arrive pas, ou encore plus ultra-protectrice, diminuer dans ce cas-là le risque potentiel de lésions liées à la ventilation mécanique.
Et puis il y a d'autres indications, mais ça j'en parlais pas trop. L'asthme aigu grave, il y a quelques cas cliniques. Le bridge à la greffe, donc moi c'est comme ça que j'en ai fait au départ, mais c'est assez anecdotique. Et puis voilà. Donc ce qui est très important, c'est de savoir que la taille des canules, c'est très important dans l'ECMO véno-veineuse ou véno-artérielle, parce qu'on fait des hauts débits. Là, c'est juste pour vous montrer que pour un même, entre des canules qui font 8 ou 12 French, on va avoir des débits qui sont pour la même gradient de pression, beaucoup plus important, parce que le diamètre de la canule compte pour beaucoup. Et donc là, on est plutôt sur des canules qui sont à double courant, donc des petits diamètres, mais comme on est à des débits minutes de sang qui ne sont pas extrêmement élevés, la perte de charge est tout à fait acceptable. Ensuite, on a plutôt pour les hauts débits on utilise des pompes centrifuges. Là, pour les systèmes à bas débit, ce sont des pompes à galets donc, qui écrasent les tuyaux. Alors, il y a une différence en termes de durée de vie des kits. Quand on écrase le tuyau au bout de 72 heures, il faut le changer. Ce qui n'est pas le cas des pompes centrifuges. Il y a moins d'hémolyse. Enfin, voilà, chaque système a ses inconvénients, j'ai envie de dire. Donc la première chose, c'est les corps dans le SDRA. Ça existe depuis longtemps. Alors c'était en jaune parce que pas validé, on va dire. Enfin, c'est toujours le cas d'ailleurs. Mais voilà, c'était positionné ici, SDRA avec des PF inférieurs à 150, peut-être ouvert à la discussion en tout cas. Donc là, on est en 2012, donc il y a 10 ans. Donc 10 ans après, je pense qu'on est toujours au même point. Peut-être moins sur l'ECMO, bien sûr, et aussi sur l'HFO qui a un peu disparu. Donc, où est-ce qu'on se place aujourd'hui? C'est de se dire, pour le SDRA, en partie, c'est d'avoir une hypercapnie soit trop importante ou vouloir faire, parce qu'il y a trop de stress sur le tissu pulmonaire, la ventilation est trop agressive, de vouloir la réduire. Et ça va entraîner une hypercapnie encore plus importante. Et donc, comme il y a du stress trop important, on discute d'utiliser des systèmes extracorporels de décarboxylation ou de décarboxylation et d'oxygénation avec l'ECMO véno-veineuse. Donc l'objectif principal, maintenant les réflexions en termes de sélection de patients et de physiologie pour savoir à qui on pourrait appliquer de l'ECOR, c'est de se dire qu'on voudrait diminuer la pression motrice. Alors on voit que quand on la diminue, la mortalité diminue. Donc ça c'est en prenant toutes les grandes études qui ont comparé soit les grosses PEP, basses PEP ou grands VT, petits VT. Une grande partie de la réduction de la pression motrice, c'était lié ici, vous voyez, à la réduction du volume courant, donc qui partait jusqu'à 12 et puis pour finir à des volumes courants beaucoup plus petits. Et donc le risque relatif à 1 coupait sur des pressions motrices autour de 15. Donc des patients qui sont bien au-dessus, est-ce qu'on ne peut pas, quand ils s'échappent comme ça, utiliser de l'ECOR pour rediminuer encore plus le volume courant? Donc on décalerait cette échelle en bas, non plus pour être autour de 6, mais autour de 4. Et donc dans ce cas-là, on va avoir des problèmes d'acidose, de pH inférieur à 7,20, très probablement. Donc c'est vrai que quand on regardait dans l'étude pour la grippe H1N1, la réduction de la pression motrice, cette étude elle était intéressante parce que c'est pas dit dans l'article, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas touché au ventilateur une fois qu'ils ont mis sous ECMO. Donc on avait un gros panel de gens qui avaient gardé des pressions motrices dans le SDRA grave sous ECMO et d'autres chez qui ça avait été baissé. Parce qu'on est fin des années 2000, on est en 2009. Et donc ça avait cet intérêt-là et c'est pour ça que ça sortait la réduction de la pression motrice comme différence significative entre les survivants et les décédés. Et aujourd'hui, quand on fait ça dans les études, ça ne sort plus parce que tout le monde diminue la pression motrice sous ECMO dans leur protocole de gestion de la ventilation. Donc ça prouve bien qu'il y a un intérêt probablement à... Là, c'est un lien statistique, mais c'est un intérêt à le faire. La fréquence respiratoire, c'est la même chose. Moi, je dis toujours, ça évite de mettre des claques à chaque fois au poumon. Donc là, c'est une étude expérimentale où ils comparent des fréquences à 3 versus des fréquences à 20 avec des pressions élevées, donc 35 à côté, et ça diminue effectivement l'œdème pulmonaire quand on a des fréquences plus basses, en diminuant la perméabilité, et donc on arrête de mettre des claques au poumon 30 fois par minute. Donc ça a du sens de se dire on va baisser le volume courant pour baisser la pression motrice et baisser la fréquence respiratoire. Donc concrètement, ça donne un patient, là vous voyez on a 32 fréquences, 250 de volume, donc c'était une petite jeune, et on arrive très facilement à baisser le volume courant et la pression et la fréquence pour diminuer la pression de plateau qui était à 35. Et donc on a dans ces objectifs-là, il faudra quand on fait ça faire un peu attention à l'effet sur l'oxygène de cette déventilation. Donc on ne peut pas faire trop de déventilation, on peut en faire un peu. Donc en gros l'idée ça donne ça, c'est de partir sur des SDRA qui sont déjà un peu limites et d'essayer donc ils ont des pressions alvéolaires moyennes qu'on peut monitorer. Et puis qu'en baissant la fréquence respiratoire, en baissant le volume courant, il faut quand même un peu surveiller la pression alvéolaire moyenne parce que si elle différencie trop
le poumon peut avoir tendance à se collaber, et donc ça va dérecruter franchement. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il faut être capable d'augmenter la PEP. Donc c'est vrai qu'on peut imaginer faire de l'écor dans le SDRA, mais on ne peut pas trop déventiler. Ou alors si on déventile, il faut en contrepartie, pour maintenir l'oxygénation, augmenter la PEP. Pour que la pression alvéolaire moyenne, probablement, ce qu'on discute souvent, c'est de dire que ça ne varie pas de plus de 2 cm d'eau. Ensuite, comme je connaissais mon orateur suivant, j'ai repris une étude sur les manœuvres de recrutement de Jean-Michel Constantin, juste pour dire que très probablement quand on est sous écor et si on baisse la ventilation, c'est peut-être un intérêt d'en faire assez souvent quand même, parce qu'on ne veut pas que les poumons se dérecrutent. Probablement que ça dépend un peu de la morphologie du SDRA à qui on a mis cet écor, et c'est, je pense à mon sens, pas à la place du décubitus ventral. Et je trouve qu'il y a un écueil parfois en disant, nous on nous appelle, on a mis une écor, ça va pas, est-ce que vous pouvez venir mettre une ECMO? Ça c'est une expérience personnelle, mais sous écor, comme il y a les canules, on a moins fait de décubitus ventral, on a un peu trop déventilé le patient, pas forcément essayé de le recruter derrière, et donc ils se sont mis un peu dans cette situation tout seuls, en voulant contrôler la capnie qui est peut-être pas toujours un problème vital, ils se sont mis en situation d'hypoxémie réfractaire inacceptable. C'est vrai que quand on va utiliser de l'ECMO, on voit très vite que les pressions artérielles pulmonaires diminuent, donc vous venez d'en parler avec la vasoconstriction pulmonaire hypoxémique, mais on corrige aussi l'acidose, le pH, donc le ventricule droit, il peut aimer, les pressions droites peuvent aimer aussi quand on fait de l'écor probablement, de baisser un peu l'hypercapnie et d'améliorer le pH. Mais il n'y a pas de choses dédiées là-dessus. Et enfin, je voulais vous parler de ce papier. Je pense que si certains d'entre vous se diraient, est-ce que dans mon service, c'est quelque chose que je devrais faire? Donc la finalité de l'écor, c'est de savoir à qui on l'applique. Je pense que si on met à quelqu'un qui a un rapport PO2 sur FiO2 à 150, mais qui a 25 ou 30 de compliance et 25 de pression de plateau avec 15 de PEP, c'est peut-être pas un bon client, il n'a peut-être pas besoin d'être décarboxylé. Et donc dans ce travail, ils ont essayé de regarder la relation, de prévoir qu'est-ce qui serait le plus pertinent pour baisser au maximum la pression motrice. Je vous invite à le lire. Et la conclusion, c'est cette équation en haut. On voit que la pression motrice, la possibilité de faire diminuer la pression motrice, elle est liée à la compliance initiale du patient, à l'espace mort alvéolaire, à la fréquence respiratoire et à la capacité au système de circuit extracorporel d'extraire du CO2, ce qui est assez logique. Plus il est efficient, plus vous allez pouvoir baisser. Et donc ici, ils ont fait un tableau qui représente, vous voyez que plus la compliance est basse, plus l'espace mort alvéolaire est important, donc plus le SDRA est sévère, plus vous serez efficace avec votre écor pour réduire la pression motrice. Donc là, avec un système d'ECMO à 100 minutes, là avec un à 150 minutes, donc on voit qu'on est encore plus efficace avec des réductions jusqu'à 9 cm d'eau de pression motrice versus 6. Donc le matériel qu'on utilise et la situation dans laquelle le patient est au moment où vous le branchez, c'est extrêmement probablement important. Donc après, les études, il y en a, je vais vous en parler d'une, mais alors est-ce qu'on randomise tous les SDRA écor pas écor, ou est-ce qu'on randomise à l'extrême tout en bas les SDRA à qui on a d'abord fait tous ces calculs pour choisir ceux chez qui on sera le plus efficace en termes d'effet sur la mécanique respiratoire avec l'extraction de CO2. Pardon. La balance bénéfice-risque, du coup, elle va être entre ce que je veux, moi, améliorer, donc savoir là, la diminution de la pression motrice, par exemple, versus les risques hémorragiques. Ça, c'est un patient de mon service. Je suis toujours embêté quand je vois ça et j'espère que j'ai mis l'ECMO pour une bonne raison. Les complications, donc c'est effectivement l'anticoagulation, le fait d'utiliser des cathéters, des problèmes liés à la machine. Et puis, alors, quel type de machine aussi? Parce que, d'expérience, plus vous avez un bas débit, plus ça risque de thromboser, donc plus vous anticoagulez. Donc, vous vous retrouvez dans deux situations. Des situations d'AVC hémorragique qui sont graves et qui sont, je trouve, inacceptables, versus, à l'inverse, un patient sous vénique et sous écor à bas débit, il s'est habitué au fait que vous lui récupérez du CO2, et si ça thrombose, il va se retrouver en détresse respiratoire tout de suite, ce qui est très différent d'une dialyse rénale où vous avez le temps de vous rebrancher. Là, vous êtes sous VNI. Nous, on faisait des bridges à la transplantation chez les mucos sous écor, et quand ça thrombose, c'est quand même très mal vécu, et la dyspnée devient tout de suite très, très forte. Donc, l'étude Supernova, ils ont donc testé des machines à haut ou bas débit. Ça montre que les machines, ça marche, et que plus le débit est élevé, la surface est grande, plus c'est efficace. Bon, ça c'est bien. Ça montre qu'il y a des complications, ça peut cailloter, donc ça je vous ai dit, surtout quand les débits sont faibles, et ça peut aussi saigner, donc c'est les deux versants problématiques. Ils ont réutilisé leurs données pour voir en fonction des systèmes à haute extraction ou basse extraction, donc ici petite surface bas débit, grande surface haut débit, si dans les 8 premières heures, ils avaient vraiment, l'objectif c'est d'avoir 4 ml/kg, donc de baisser le volume courant pour baisser cette pression motrice. On voit quand même que
plus le système est un peu collé à la dialyse, par exemple, moins c'est efficace par rapport à un système qui tourne à 1 litre et qui est indépendant, qui va décarboxyler beaucoup mieux. Vous voyez que dans les 8 heures ou dans les 24 heures, on est dans nos objectifs. Donc déjà, si on fait une étude, le matériel va quand même probablement beaucoup influencer. Donc l'étude qui existe aujourd'hui, qui est la plus grosse étude randomisée contrôlée, c'est l'étude REST, qui est une étude négative, qui a pris des SDRA avec 150 de P sur F, mais qui n'a pas trié au-delà de ça. Donc c'est le schéma 1 du design potentiel pour voir l'effet de l'écor. Et donc là, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais il y a quand même, vous voyez, la pression de plateau à la mise en place, c'est 26. Il y en a quelques-uns qui ont au-dessus de 28, mais pas tant que ça au-dessus de 32, on va dire. Donc ils sont finalement dans des fourchettes qui ne sont probablement pas si problématiques, avec des driving pressure au démarrage qui ne sont pas majeurs. Donc peut-être que ça, si on fait à tous les SDRA sans sélection, comme l'étude négative, ça peut l'expliquer. On voit qu'ils ont eu des difficultés un peu à obtenir pendant les 7 jours un volume courant dans le groupe ECOR qui est dans les objectifs, sachant qu'ils utilisaient un système à bas débit avec une petite surface. Et vous voyez que la PEP, elle n'est pas bougée. Or, je pense que c'est pas une... Donc, il y a eu des bridges de ECOR vers ECMO, parce qu'ils déventilaient les patients sans modifier la PEP, et ça, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Dans cette étude, il y avait d'autres problèmes. C'est une étude en Royaume-Uni. Il y a 41 centres qui ont inclus. Beaucoup ont inclus que 2 ou 3 malades, donc il n'y avait pas une expérience de la technique. Je pense que ça joue beaucoup, ne serait-ce que pour challenger sur comment ils ventilent, comment ils évitent le dérecrutement quand ils ventilent, comment ils font tenir sur 7 jours. L'anticoagulation n'était pas protocolisée, tout ça, etc., etc. Le problème majeur, c'est... voilà, il y avait un peu de différence en volume courant, mais ça a mis du temps. On voit que pendant les 2 premiers jours, c'était pas différent. Et le problème majeur, et ce qui a fait arrêter l'étude, c'était, vous voyez, saignement hémorragique plus important, c'est hémorragie intracrânienne, et donc ça a été arrêté pour ça. Chez le BPCO, donc là c'est plutôt des cas cliniques, c'est des études de groupe dans des services. Donc ça marche très bien aussi, c'est-à-dire que là c'est des patients qui sont sous ventilation non invasive, et on voit qu'il y en a qui ont encore plus de 100 de PCO2 et 7-10 de pH sous VNI. Donc est-ce que si on leur met une circulation extracorporelle qui élimine du CO2, bah oui, on voit que ça diminue bien la PCO2, ça améliore le pH, ça diminue la fréquence respiratoire. Ça a les deux, des complications hémorragiques ou de thrombose avec ces machines-là, donc chez le BPCO. Donc ça peut être... L'idée, c'était quand même d'éviter l'intubation donc sous VNI. Donc ça, c'est un travail que j'aime bien parce que ça vous montre que ici, on voit que la fréquence respiratoire diminue, donc la commande ventilatoire est soulagée de l'acidose dans le SCR qui se calme avec le CO2 qui rebaisse, pardon. Et puis on voit ici l'effort respiratoire, le travail respiratoire est plus faible sous ECOR, donc ils ont moins de chances de se fatiguer alors qu'ils sont sous assistance ventilatoire, avec une diminution franche du travail respiratoire en joules par minute dans le groupe ici en vert qui est sous ECOR. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc il y a une étude de Lorenzo Del Sorbo quand il était en Italie, qui a fait des groupes cas contrôle et qui dit nous, on a fait ça chez des patients qui étaient à risque d'échec de la ventilation non invasive chez les BPCO, et on a une différence de mortalité. Alors c'est des tout petites cohortes, 20, mais en gros, ils ont l'impression que quand ils font chez ces patients sélectionnés pour le BPCO de l'ECOR, ils ont moins intubé les patients. Vous voyez ici, c'est la différence d'intubation, et du coup, il y a moins de mortalité. Il y a une revue de la littérature qui montre effectivement la même chose. Ça marche bien pour améliorer le pH, la PCO2, mais il y a des complications hémorragiques liées à l'anticoagulation. En grande partie, c'est vrai que quand on fait de l'ECMO véno-veineuse à 5-6 litres minutes, on est très peu embêté. Il y a peu de chances que ça coagule, donc on peut tout à fait, quand on sort de greffe sous ECMO véno-veineuse pour des greffes pulmonaires, on peut ne pas mettre d'héparine, le circuit est coté, et on surveille juste l'état de l'oxygénateur avec son iPhone en mettant la lampe de poche pour voir s'il reste propre. Ce qui n'est pas le cas sur les systèmes à bas débit comme ça, où on a même plutôt tendance à thromboser quand on n'anticoagule pas assez, qui, quand on est sous VNI conscient, est extrêmement désagréable. Donc les pièges, alors je retourne sur ce petit article, donc ça c'est un peu de la physiologie, mais donc on fait de la FiO2 avec du balayage à 100%, et on considère toujours que le quotient respiratoire c'est 0,8. C'est vrai qu'il est entre 0,8 et 1, ça dépend un peu du rapport entre les glucides et les lipides, ça vous avez tous appris ça il y a longtemps peut-être, en physiologie. Mais ça va être intéressant parce que là, on va modifier le poumon, il a moins de CO2 à sortir, donc la P grand A CO2, la pression partielle en CO2 dans l'alvéole est plus faible. Et ça, je trouve ça amusant parce que c'est vrai que c'est ce qu'on observe.
Donc là, on va mesurer le CO2 qui sort, par exemple, par la sonde d'intubation. Et puis, une partie sort par le poumon, une partie par les corps. Et en fait, je voulais juste vous montrer que le quotient respiratoire, l'équation, elle est là. Donc, j'augmente la VCO2 par les corps, ce qui fait que je diminue celle des poumons. Ça entraîne une diminution de la pression partielle en CO2 dans les alvéoles. Ce qui, sur le quotient respiratoire, vous voyez, va le faire baisser. Donc, le quotient respiratoire baisse. Donc, on n'est peut-être pas à 0,8, mais plus bas. Et du coup, si on baisse le quotient respiratoire, on va avoir une P grand AO2 qui va diminuer. Et ça, c'est assez bien montré dans ce travail. Alors, c'est un cas clinique, mais on retrouvait des patients après 7 jours d'écart qui avaient des hypoxémies. Donc, c'est lié en partie peut-être à la déventilation, au fait que la pression alvéolaire moyenne baisse, que ça se dérecrute, etc. Mais pas que. Ça peut aussi s'expliquer par le fait que comme la P grand AO2 baisse, bah, vous allez entraîner une hypoxémie. Donc là, ici, c'était ce qu'ils appelaient la P grand AO2 simplifiée. C'était si on dit qu'elle est à 0,8 parce qu'on ne l'a pas mesurée. Et ils l'ont mesuré avec un ventilateur qui a le système d'ATEX d'analyseur de gaz, et il était à 0,3. Et si on prend 0,3, dans ce cas, on n'est pas à 360 dans l'alvéole, mais à 248. Ce qui explique que du coup, bah, la PO2, P petit AO2 est plus basse. Donc ça peut créer une hypoxémie. Voilà. Les autres indications, donc ça, nous, c'est assez anecdotique. Là, c'est une dame que j'ai tenue sous écor pour ne pas l'intuber parce qu'elle avait eu dans une clinique une carlince qui avait déchiré toute la trachée. Donc on l'a recousue et il ne fallait pas remettre son intubation. Donc dans ce cas-là, on peut faire de l'écor, mais elle avait quand même besoin de pression expérimentale. Elle était en SDRA. Et donc on changeait l'interface, on a fait du casque, du masque, du nez, enfin, pour éviter de marquer le visage. Donc c'est des situations où ça peut être intéressant de décarboxyler. Par exemple là, pour maintenir la dyspnée, c'est des gens qu'on garde sous VNI. Et puis, effectivement, le bridge à la greffe. Donc ça, je vous disais, nous, on fait ça depuis longtemps. Alors, moins maintenant, parce qu'on n'a plus beaucoup de patients avec la mucoviscidose, mais c'était essentiellement eux qui étaient parfois en VNI continu et qu'on arrivait à soulager on utilisait l'Aquarius, qui était une base d'épuration rénale comme pompe à galets, et on mettait un oxygénateur pédiatrique. Et enfin, j'ai lu ça, mais alors franchement, j'en sais rien. Je sais que moi, j'aime bien quand on fait du citrate dans les SDRA, parce que parfois, ça fait un peu d'alcalose métabolique et je m'en sers pour le sevrage quand je les réveille. Et donc là, c'est de dire qu'on peut décarboxyler avec, si on change les bains de dialyse aussi, que ça marcherait pas mal. Donc c'est un papier de Patrick Honoré. Bon, j'ai mis ça juste parce que c'est d'autres moyens, mais effectivement, je pense que c'est pas encore le sujet. Donc ça existe depuis longtemps. Il y a une étude, il y a différentes machines, il y a différentes indications potentielles, mais il n'y a pas de recommandation aujourd'hui. Faut faire attention sous les corps, parce que nous, on est très sollicité par des centres périphériques qui disent on voudrait faire de l'écor avant de vous envoyer en ECMO. Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie. D'autant plus qu'il ne faut pas que ça se fasse à la place du DV, parce qu'on a un niveau de preuve fort pour le DV, on n'en a pas pour les corps. Parce qu'on dit bah, si je les mets à plat ventre, la machine, ça tète, ça sonne, ça marche pas, donc je vais les laisser à plat dos. Donc je pense que ça, il ne faut pas faire ça. Et puis, probablement, il faut vraiment cibler les populations chez qui ça pourrait marcher, avec l'avantage bénéfice-risque, parce qu'il y a un risque hémorragique qui n'est pas anodin. Et probablement pourra s'améliorer sur l'anticoagulation des systèmes, peut-être les côtés plus en héparine, enfin améliorer ça pour qu'il y ait moins besoin d'anticoagulants. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour ce super exposé qui balaye vraiment toutes les principales indications. Ce n'est pas un exercice facile et merci pour le pragmatisme sur les exemples, sur les types de SDRA. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Adrien Rosé? Alors, le temps que les questions arrivent, moi j'ai une première question, mais tu as répondu en fait dans ta conclusion partiellement. On a l'impression que ça reste, que la machine existe, que les machines existent, qu'elles fonctionnent bien. Il y a des preuves de concept assez rassurantes maintenant chez le patient de réanimation avec des défaillances multiviscérales. Donc on peut les utiliser. Mais finalement, si on reste là dans l'indication SDRA, quand on t'écoute, on a l'impression que peut-être il faut s'intéresser à certains phénotypes, c'est ça. Et du coup, pour toi, lequel serait le plus approprié, sachant que c'est pas recommandé pour l'instant. Donc ça reste quand même avec un aspect assez expérimental. Oui, bah, je pense que ce qu'a fait Ewan Gullinger là, de Toronto avec les deux graphiques orange en fonction de la compliance initiale, je pense que c'est des SDRA très restrictifs en fait, donc on a des très grosses pressions motrices, on est à 7, 8 de PEP, on est déjà à 32 de plateau, je veux dire. Donc on est obligé,
moi, je trouve que le problème, ça va être ces patients-là. En théorie, ça me paraît intéressant. C'est ceux chez qui on baissera le plus la pression motrice. Est-ce qu'ils toléreront avec les corps cette baisse du volume courant pour diminuer la pression motrice sans avoir besoin d'ECMO à haut débit? Parce que dans ce cas-là, l'oxygénation, on peut être un peu. En tout cas, ça peut être d'essayer et d'être capable de très vite changer. C'est pas forcément évident quand on a déventilé un poumon. Enfin, quand on le déventile un petit peu, cette pression alvéolaire moyenne, je pense que c'est hyper important. Moi, j'ai essayé d'empêcher les poumons de finir à 5 de compliance sous ECMO pendant 10 ans. Le lendemain matin, du jour où on les avait mis, en me disant c'est impossible que ce soit l'histoire naturelle du SDRA, de me dire j'ai mis l'ECMO, le lendemain il a 5 de compliance, c'est parce que si on n'avait pas mis l'ECMO, il aurait eu 5 de compliance. Non, c'est que c'est lié au fait qu'on baissait trop la ventilation et du coup le poumon s'affaisse. Donc effectivement, le problème c'est qu'on voit bien à qui on aurait envie d'en faire, mais je trouve que c'est pas si facile de se dire que ça va bien se passer. Et en tout cas, il faut être capable, si le patient ne supporte pas en termes de réduction de ventilation sur le plan oxygène, bah, c'est qu'il lui faut une ECMO véno-veineuse à haut débit, et donc il faut changer tout de suite de stratégie, quoi, clairement. Et vous, quand vous le faites chez vos patients que vous sélectionnez, est-ce que vous monitorez justement la pression alvéolaire et par quels moyens? Est-ce que vous regardez le dérecrutement par quels moyens? Est-ce que vous faites de l'écho? Est-ce que vous faites de l'EIT ou des choses comme ça? Alors on fait de l'EIT beaucoup maintenant, j'avoue. Bon, moi je suis convaincu que dans 10 ans, ça sera dans tous les ventilateurs, c'est comme le GPS dans les bagnoles. Mais bon, c'est mon avis. Et là, on verra très bien ce qu'on fait du coup. Enfin, je pense. Et donc, oui, bah, le dérecrutement, il faut. C'est en tout cas, il faut. C'est pas si évident que ça parce que vraiment, ce que vous allez chercher à faire, donc ça va probablement améliorer les choses. Parce que si on baisse le volume courant sous écor, là, j'ai pas le temps parce qu'il faut laisser la parole, mais bah, si vous étiez en surdistension, la compliance peut remonter. Si vous créez des recrutements, elle peut baisser. Il y a pas mal de situations différentes. Donc, pour chaque cas de figure, je pourrais dire ce que je ferais sous ECMO, mais ça va être un peu long. Sous écor, pardon. On va prendre une question dans la salle, allez-y. Bonjour. Petite question sur la vitesse à laquelle vous faites baisser la PCO2, que ce soit chez les patients contrôlés ou en spontané, sachant que dans l'ECMO VV, si on fait trop vite baisser la PCO2, c'est mauvais pronostic. Tout à fait. En fait, c'est une très bonne question. Si vous partez d'une très grosse hypercapnie, alors surtout, moi, on l'a vécu beaucoup avec l'ECMO véno-veineuse, parce qu'on peut décarboxyler très vite, très fort. Donc quand on commence toujours avec 1 litre de balayage. On fait toujours passer le débit sang à fond la caisse pour le problème de coagulation. Plus le sang circule vite, moins il a de chance de coaguler. Par contre, vous allez commencer doucement le balayage. Dans un SDRA qu'on assiste avec une ECMO véno-veineuse, si vous avez 80 de PCO2, il va falloir descendre doucement. Pour 2 raisons, le cerveau qui ne va pas aimer du tout, il y a des risques très clairs pour le cerveau, ça c'était montré. Et puis aussi la baisse rapide du CO2 dans le sang, par effet de vasodilatation, peut vous donner un collapsus. On disait de reventilation, donc quand on intube, là c'est de reventilation quand on décarboxyle avec une autre machine que le poumon qui est l'assistance extracorporelle. Mais oui, donc toujours doucement, donc commencer avec 1 de balayage, il n'y a aucune urgence à décarboxyler quelqu'un en fait. Donc progressif, et la tolérance hémodynamique bien sûr. Très bonne question. Merci.